Donc, merci beaucoup aux organisateurs de ces rencontres professionnelles de m'avoir permis d'y contribuer. Donc, cette présentation est bien entendu très complémentaire de celle que vous venez d'entendre, présentée par Elisa Duklerova. Agora est en effet la sédimentation des programmes de recherche du département des études et de la recherche, et le rôle de la cellule d'ingénierie documentaire à laquelle j'appartiens ne se conçoit que dans cette collaboration étroite entre les chercheurs et les chargés de ressources documentaires et numériques. Donc après vous avoir présenté la base de données Agora, je poursuivais par un aperçu des expérimentations en cours qui sont autant de perspectives pour le développement de la nouvelle application Agora 2 dont vous aurez un aperçu à la fin. Donc, commençons par vous présenter Agora, l'application qui regroupe et fédère les bases de données de l'INHA. Donc, Agora est une application documentaire regroupant actuellement 42 bases de données publiées et 5 collections d'ouvrages numérisés en rapport. Donc, c'est une véritable métabase qui permet à la fois l'acquisition des données et leur publication à travers le même outil. En plus de ces 42 bases, il y a donc 10 autres bases qui sont présentes dans Agora, mais non encore visibles par l'internaute, car en cours de constitution. Il y a en moyenne 2-3 nouvelles bases de publiées chaque année, qui sont le fruit de la vitalité de la recherche à l'INHA. Et en 2011, lors de sa mise en ligne, pour rappel, Agora comprenait une vingtaine de bases qui avaient été créées à l'origine sous FileMaker Pro. Donc, le périmètre d'Agora regroupe les ressources documentaires issues des programmes de recherche du DER et du signalement des collections patrimoniales du département de la bibliothèque et de la documentation. Pour ce dernier, une rétroconversion est en cours et les outils de la base, donc le Sudoc, mais surtout Calam, vont être désormais adoptés et privilégiés. On y trouve également certains projets de recherche développés par Invisu, l'unité de service de recherche de l'INHA et du CNRS, ainsi que des ressources développées par des partenaires de la Galerie Colbert, comme Anima, unité mixte de recherche consacrée à l'anthropologie et à l'histoire des mondes antiques, ou par d'autres partenaires tels que le Musée du Louvre, la Fondation des artistes, ex-FNAGP. Je ne peux pas évoquer Agora sans mentionner l'équipe de la cellule d'ingénierie documentaire, la CID, qui la gère et l'administre et accompagne les projets numériques qui l'alimentent. Donc, la cellule est dirigée par Antoine Courtin et elle se compose de Federico Nora et de moi-même, ainsi que de 2 monitrices étudiantes, Camille Smadja et Alice Truc, qui nous aident 10 mois sur 12. Donc, la page d'accueil de l'application Agora définit 3 principes fondamentaux. La possibilité de décrire des œuvres, donc des items au sens large, peintures, vases, livres, revues, des édifices, des collections d'œuvres, des personnes et des organismes, des références bibliographiques ou archivistiques, des fonds d'archives ou des événements historiques, donc des spectacles, des ateliers, des concours, et de les lier à des documents, PDF, des images ou des ouvrages numérisés. Donc ces notices de différents types sont interconnectées et constituent autant de liens dynamiques entre elles selon le principe commun à toutes les bases de données relationnelles. La mutualisation des ressources, qui implique le partage et l'enrichissement du même notice commune à plusieurs équipes de chercheurs, génère des liens entre les bases de données et crée une véritable sédimentation de ces ressources. Enfin, Agora est un projet de redocumentarisation, ce qui signifie que la notice d'une œuvre mise en ligne, par exemple, ne se substitue pas à celle de l'institution qui la conserve, à laquelle, dès qu'on le peut, on renvoie, mais la complète selon l'angle d'attaque du programme de recherche qui l'a produite. Donc, par exemple, la partie consacrée aux attributions pour le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, le RESTIF qu'a cité Elitsa,
sur lequel se penchent des spécialistes internationaux de l'art italien, où la partie consacrée au parcours des objets antiques et du lieu de leur production à leur lieu de découverte, jusqu'à son lieu de conservation actuel pour le répertoire des ventes d'antiques au XIXe, participant ainsi dans une certaine mesure aux recherches de provenance. Donc sur la page d'accueil, l'accent a été mis sur le cartouche de recherche, comme dans un moteur de recherche en fait. L'affichage de la liste des résultats permet de les lister sous forme de cartels avec images. Il est possible de changer le nombre de notices affichées par page, de changer le critère de tri ou le mode d'affichage lui-même. On peut afficher plutôt une liste donc sans image ou une mosaïque en privilégiant l'image. Les facettes dynamiques du bandeau droit permettent du bandeau gauche, permettent de choisir le type de notice affichée, de les filtrer par des critères pertinents correspondant à des informations issues des notices elles-mêmes. Donc c'est très efficace pour des recherches générales, donc comme sur l'exemple affiché, dont le critère de recherche était la peinture du XVIe siècle. Donc ces facettes permettent de sélectionner tous les résultats de recherche issus de la même base de données, comme ici le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises. L'affichage d'une notice présente l'image en haut ou un carrousel d'images quand elles sont multiples. Donc un zoom sur la zone création-exécution vous permet de voir comment les différentes attributions se succèdent, avec la plus récente en haut et la plus ancienne en bas, avec indiqué à chaque fois les noms, prénoms et dates de l'artiste, le degré d'attribution et la source de l'identification de cette attribution. Donc un simple clic dans l'image permet de l'agrandir et de l'afficher dans une visionneuse dédiée, offrant des possibilités classiques de zoom et d'export d'image ou d'export du zoom sélectionné. Donc, étant une base de redocumentarisation, la qualité et les droits sur ces images que l'on diffuse sont à la discrétion des institutions qui sont détentrices des œuvres. Donc, pour information, les contenus de la base d'Agora sont en accès libre et gratuit et réutilisables en citant simplement la source. Mais par contre, les métadonnées sont sous licence CC BY 4.0, c'est-à-dire sous réserve de citabilité de la source également. Mais les images sont soumises aux droits des institutions qui nous les fournissent. Donc si on fait un focus sur la partie création-exécution, un clic sur le lien permet de rebondir sur toutes les notices dont il est l'auteur. D'autres fonctions permettent d'afficher la notice correspondant à cet auteur, comme c'est le cas dans la partie gauche de votre écran. Donc soit dans une fenêtre pop-up, soit en l'affichant en pleine page. Donc au niveau de l'acquisition des données, cela implique pour décrire une œuvre, par exemple, de saisir sa notice, mais également toutes les notices qui lui seront liées. Donc la notice de son auteur, les notices concernant les références bibliographiques ou les références archivistiques citées. Donc le volume de la base fait que beaucoup de notices sont déjà existantes, mais cet investissement à la saisie est loin d'être négligeable pour les équipes d'un programme de recherche. En dehors de ces liens internes entre les différents types de notices de la base, tous matérialisés en vert dans l'application, l'indication d'URL dans les champs spécifiques permet de rebondir sur d'autres notices accessibles en ligne, comme par exemple ici la notice de ce tableau sur le portail POP donc, du ministère de la Culture, donc, qui correspond à l'ex-base Joconde. Donc la mutualisation est de mise dans Agora, ce qui implique que toutes les bases de données qui utilisent une même notice y soient listées
dans le bas de la notice. Cela permet d'ajouter des informations nouvelles ou contradictoires à une notice existante plutôt que d'en générer une autre qui serait doublon, renforçant ainsi la richesse documentaire des contenus. Sont indiqués également dans ce volet technique les permaliens, donc des URL courtes et pérennes qui permettent de citer facilement une notice, une image ou un fichier lié. La possibilité de citer nos ressources est une préoccupation importante pour nous, et à défaut d'un système l'affichant automatiquement, ce qui faciliterait son emploi, nous incitons à son utilisation en proposant des modèles de citation de la base, d'une base précise ou d'une notice en particulier. Donc les 42 bases de données sont présentées dans un accès par base du menu avec une structuration par type de base, donc les œuvres, les personnes, les collections, les événements, les archives ou les références bibliographiques. Et une base de données, bien sûr, composée souvent de la plupart de ces types de notices, ou d'un peu moins, mais en général, il y a quand même un type de notice qui prédomine. Et donc, dans cette présentation, c'est ce type-là que l'on a privilégié. Donc les bases de données sont présentées également tout ensemble, en mettant l'accent ici sur le contenu de chacune d'elles. Donc un effort de présentation a été effectué ici afin de décrire précisément leur contenu et d'en faciliter l'accès, donc faciliter l'accès à toutes les notices qui composent cette base. Donc leur diversité révélatrice des recherches menées à l'INHA depuis sa création est loin d'être une base encyclopédique. Agora est la somme de contenus très précis, mais absolument loin d'être exhaustifs, puisqu'ils sont le reflet des recherches effectuées et de l'angle d'approche et de la méthodologie des programmes de recherche qui l'ont engendré. Donc on a également des ouvrages numérisés. Donc il y a 5 collections d'ouvrages numérisés, dont celle que je vous présente, La vie parisienne. Donc c'est un hebdomadaire entièrement numérisé à partir des collections de la bibliothèque de l'Institut de France, qui en conserve une collection presque exhaustive, donc qui peut être consulté en mode feuilletage, avec des images JPEG haute résolution. Mais également, chaque numéro est décrit dans une base de données, et à chacune de ces notices est associé un PDF dans lequel on peut effectuer une recherche plain texte. Donc toutes les images que je vous ai présentées jusqu'à présent correspondent à la version qui est actuellement en ligne, et donc qui correspondait pour nous à une nouvelle version mise en ligne en mai 2018. Donc, par contre, l'image que vous avez à l'écran maintenant représente la version qui avait cours antérieurement, donc depuis mars 2011. Donc cette montée du logiciel Floramusée, qui se trouve derrière notre application, a été pour nous quelque chose d'assez important. Elle nous a permis de profiter des dernières améliorations techniques et ergonomiques disponibles. Donc les avancées ont été la différenciation de l'interface de la saisie avec l'interface de public, l'éditorialisation même à minima des bases de données, donc l'apport des facettes, de l'autocomplétion, davantage de visibilité sur les moteurs de recherche grâce à une indexation, et également l'apport de tutoriels vidéo pour décrire, pour faciliter l'accès à la base. Donc pour nous, c'était un projet en soi, car un changement de version d'un logiciel qui a fait l'objet de beaucoup de développement, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Mais cette nouvelle version a apporté donc une amélioration immédiate aux utilisateurs. Et en interne, ça a constitué la première étape du projet de refondation qui est actuellement en cours et que je veux créer à la fin. Et donc ça s'inscrit dans une stratégie globale de développement des ressources documentaires et numériques portée par le DER.
Donc, en quelques chiffres, pour vous donner un ordre de grandeur de la masse documentaire qui est présente dans Agora. Et donc, bon, 400 000 notices, 210 000 publiées, 48 000 notices illustrées par 109 000 images, et un taux de consultation d'environ 6 000 consultations par mois. Donc les expérimentations en cours nous permettent de répondre aux demandes des chercheurs qui sont soucieux de trouver des outils les plus performants pour mettre en valeur leurs résultats de recherche. Car, ne nous le cachons pas, l'appropriation d'Agora, malgré une richesse inouïe, n'est pas une chose facile. Et ces expérimentations nous permettent également de penser à la refondation en cours d'Agora. Donc les ventes d'antiques, ce répertoire dont vous a parlé Elitsa. Donc ça consiste en un dépouillement des catalogues de vente d'antiques du 19e siècle, croisé avec un dépouillement fait dans les archives de Paris, donc les dossiers des commissaires-priseurs, qui permettent de retrouver les noms de toutes les personnes qui constituent chacune des transactions, en fait. Donc, véritable recherche de provenance, ce travail permet de retracer les transactions, d'identifier le vendeur, l'acheteur, ainsi que le prix de vente. La recherche consiste, bien entendu, à identifier et localiser ensuite ces objets qui ont connu un véritable engouement à cette époque. Donc, l'application développée par Agora permet de visualiser les données d'Agora tout en les rendant plus compréhensibles. Ainsi, le parcours de l'objet est matérialisé sur une carte, de son lieu de fabrication à son lieu de découverte, de son lieu de vente à sa localisation actuelle. Donc, deux autres approches permettent de visualiser le réseau d'acteurs à partir d'un antique et l'évolution des prix d'un même objet qui est passé en plusieurs ventes. Donc, cette data visualisation rend les données d'Agora de suite plus intelligibles. L'interface renvoie toujours in fine à l'application elle-même, d'où sont extraites les informations qui permettent cet affichage. Et l'usager est placé dans un rôle plus actif, puisque ça lui permet d'interroger plus facilement la base de données. Donc, les dashboards sont des outils de pilotage d'un programme de recherche qui permettent de visualiser en temps réel l'état d'avancement du projet. Ces tableaux de bord permettent un audit immédiat de tout un corpus et peuvent également participer à la communication du work in progress en cours. Et il y a certains des blogs hypothèses dont vous a parlé Elisa qui publient pour un projet un dashboard de ce type, et donc il permet d'informer une communauté sur un projet de recherche en cours. Donc il s'agit ici d'une tentative pour faire participer la communauté à la description et l'identification des antiques dessinées par Jean-Baptiste Muret, dont on vous a parlé également. Donc au final, le ratio des contributions ne diffère pas d'autres projets de crowdsourcing mis en œuvre dans la sphère des GLAD, donc les galeries, bibliothèques, archives et musées. Donc des chiffres mentionnés notamment dans les travaux de Mia Ridge. Donc sur 100 participants, 90 ne font que regarder, 9 participent activement et 1 finit par identifier réellement l'objet dans une collection muséale. Mais le découpage en différentes questions pour une contribution, de l'identification des motifs dessinés sur l'objet ou sa forme du vase, jusqu'au rapprochement avec un objet muséal, a permis une véritable pédagogie de l'approche méthodologique du chercheur. Une communauté d'amateurs ou de spécialistes confirmés a pu être sensibilisée au travail en cours et des informations récoltées dûment vérifiées ont pu quand même alimenter le projet. Qu'il s'agisse de visualiser sur une carte des poteries mésopotamiennes de l'âge du bronze ou des tableaux italiens conservés dans les collections publiques des Hauts-de-France, on en tire toujours les mêmes enseignements. Tout d'abord, cela permet un contrôle des données. Donc le point qui s'affiche hors du périmètre de la recherche est de suite identifié comme une erreur de saisie. La visualisation des informations peut engendrer un nouveau questionnement du chercheur par rapport à sa propre recherche.
Et enfin, dans le cas de la visualisation du rétif, le répertoire des peintures italiennes donc conservées dans les collections publiques, dans ce cas présent pour les Hauts-de-France, la carte a pu servir de point d'accès aux notices d'Agora à l'occasion d'un cycle d'exposition qui avait été réalisé dans cette région qui s'appelait les Heures italiennes. Donc, à partir de cette expérience du rétif des Hauts-de-France, donc Federico Noura, mon collègue, a développé une cartographie pour le rétif dans son ensemble. Donc il s'agit de la géolocalisation des 14 000 peintures italiennes qui ont été identifiées dans le rétif et qui sont recensées dans Agora. Donc développée sous forme de web app, elle est consultable en ligne ou téléchargeable sur son téléphone portable. Donc elle permet de visualiser les œuvres proches de l'endroit où vous vous trouvez ou de lister les œuvres conservées dans une ville ou un bâtiment en zoomant sur le point en question. Donc comme à chaque fois, au risque de me répéter, toutes ces nouvelles formes d'exploitation renvoient à la donnée source, donc, afin de pouvoir sourcer l'information et donc de garantir un maximum de confiance de l'usager par rapport à ce type de visualisation. Donc au final, quand on affiche une œuvre dans cette application, quand on clique dessus, on revient bien sûr sur sa visualisation dans la base Agora. Donc le web documentaire sur le portail Roman de Conques a permis de tester une restitution de résultats de recherche avec une approche davantage grand public. La vidéo alliée à des contenus contextualisés a permis différents niveaux de lecture dont le spectateur reste l'acteur. Donc la numérisation 3D du portail met en valeur des zooms inédits et en dévoile le programme iconographique complexe avec une approche pédagogique élaborée par des chercheurs confirmés, soucieux de faire partager leur savoir. Donc l'exemple pris en haut, donc je ne sais pas si ça sera très lisible, mais concerne un objet antique conservé au Metropolitan Museum de New York. Donc la mise à disposition de l'image en open access par ce musée a permis d'illustrer la notice d'Agora. La recherche de provenance effectuée dans le cadre du répertoire des ventes antiques avec plusieurs passages en vente publique au 19e repérés permet d'afficher dans la base des renseignements absents sur le site du musée. Donc l'alignement des informations sur Wikidata, donc la base de données développée en parallèle de Wikipédia qui permet l'affichage de données structurées dans Wikipédia, permet de rassembler toutes ces informations grâce au web sémantique en sourçant la provenance. Donc c'est l'élément que vous avez affiché à la droite de l'écran où les traits rouges vous indiquent les blocs d'informations qui sont mêlés dans cette notice, mais qui proviennent pour une part de la notice de cette œuvre dans la base du Met, et d'autre part de la notice de cette œuvre dans la base Agora. Donc cela permet de mettre à disposition des données là où se trouvent les usagers. De même, le travail en cours entrepris sur Wikidata d'alignement des personnes d'Agora avec les autres référentiels personnes du Liquid Open Data permet d'envisager un rapprochement futur des données mises en ligne par ces institutions différentes. Donc une machine est capable, à partir de cet alignement, de mettre, par exemple, en rapport une notice d'Agora issue du dictionnaire des élèves architectes de l'École des Beaux-Arts, avec, par exemple, les ouvrages dont il est l'auteur conservés à la BNF ou les dessins d'architecture que conserve de lui le musée d'Orsay. Donc, pour favoriser la réutilisation des données de la recherche, la mise à disposition dûment renseignée de jeux de données est tout à fait capitale. Donc, ces jeux sous différents formats interopérables, qui sont le résultat d'une recherche, peuvent servir de point de départ à une autre recherche complémentaire. Donc, la mise en œuvre de ce travail pédagogique autour du numérique et des data passe par la collaboration directe avec les chercheurs de l'Institut et le conseil que l'on délivre à d'autres équipes de recherche. Il s'exprime également via le cycle des lundis du numérique de l'INHA, organisé par un comité scientifique en interne, composé de personnes œuvrant dans le numérique, que ce soit à la CID,
mais également à InVisu, à la bibliothèque ou dans le service des éditions. Donc c'est l'occasion de présenter et de questionner une fois par mois un projet numérique du domaine culturel. Toutes les séances peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de l'INHA ou sur Canalu. Donc les blocs de recherche, cette expérimentation n'est pas du tout effectuée par nous, mais directement par les chercheurs eux-mêmes, qui créent et alimentent sur la plateforme d'Open Edition hypothèse.org des carnets ou des blocs de recherche, soucieux de faire connaître leurs projets, de recherche en cours, de fédérer une communauté, de présenter leur approche méthodologique ou des résultats circonstanciés de leur recherche. Donc cette approche met l'accent sur un grand manque d'Agora, la possibilité de contextualiser un projet de recherche, d'en mettre en avant des résultats significatifs et de pouvoir interroger la base de données dans cet environnement rédactionnel qui lui est dédié. Donc, outre le crowdsourcing, le Digital Muret, autre projet du domaine de l'art antique, fait l'objet d'une expérimentation qui va être dévoilée le 17 juin prochain lors d'une journée d'études qui lui est consacrée. Donc il s'agit d'une visualisation et d'une éditorialisation des données de la base d'Agora sur un CMS dédié, OMKS, donc un logiciel que vous connaissez certainement, et qui offre des potentialités d'affichage, de mise en relation, de contextualisation et de mise à disposition qui sont tout à fait appropriées. Donc avec un développement internalisé permettant un automatisme des mises à jour de l'information, le tout dans une présentation élégante, moins rebutante qu'une base de données relationnelle. Donc ces expérimentations permettent par exemple pour le répertoire des ventes antiques de présenter 4 approches différentes d'un même programme de recherche. Donc la base de données dans Agora, un bloc de recherche sur hypothèse, une data visualisation sur un site dédié ventedantiques.inha.fr et un alignement des données sur Wikidata. Nous verrons que finalement, cette quadruple approche peut résumer assez bien ce que nous voulons développer dans la prochaine refondation d'Agora. Donc tous nos outils, on peut les retrouver donc, sur le site de l'INHA, dans la partie ressources, outils documentaires, et je vous invite bien sûr à aller les consulter. Donc fort de toutes ces expérimentations, nous nous sommes engagés dans une logique projet, donc actuellement en cours pour la refondation d'Agora. Donc ce calendrier vous permet d'appréhender les différentes étapes administratives et techniques du projet de refondation d'Agora, dont la première étape était la montée de version de l'application actuelle, comme je vous l'ai dit. L'objectif est d'aller plus loin dans la transformation de l'environnement numérique et de l'outil qui permettra de gérer, traiter, analyser les données produites par la recherche. Donc, aidé par une AMOA, l'INHA a opté pour un marché public sous une forme elle-même innovante, donc un dialogue compétitif qui permet plus d'interaction entre décideurs et concepteurs sans brider des choix techniques novateurs par une expression trop contrainte de la solution envisagée. Donc, vous constatez que le projet vient tout juste d'être lancé et donc je ne pourrais pas beaucoup m'étendre dans le détail sur ce qui constituera Agora 2. Donc, les objectifs, malgré tout, sont affichés là. Donc, c'est de faire d'Agora une plateforme de données ouverte et liée en histoire de l'art, ancrée dans le web sémantique, qui offrira aux différents programmes de recherche un espace d'éditorialisation des données produites. Le projet implique une refonte complète du système d'information documentaire, de la saisie des notices à la valorisation de la recherche scientifique, qui s'appuie sur une architecture modulaire permettant de tirer profit des différentes briques fonctionnelles qui existent dans le domaine de l'ingénierie documentaire. Donc cette réforme qui représente un véritable bond en avant a pour objectif d'inscrire l'INHA comme un acteur majeur des données relatives à l'histoire de l'art sur le web de données, favorisant les échanges et les interconnexions entre jeux de données. Le but est également de toucher un public plus large,
tout en maintenant notre niveau scientifique actuel, en éditorialisant les projets de recherche et en favorisant les données via la data visualisation. Donc les enjeux de cette refondation sont la séparation du back-office qui gère l'acquisition des données, la gestion des référentiels, l'éditorialisation et la contextualisation. Du front-office où seront exposées les données et mis à disposition les jeux de données pour leur exploitation ou leur réutilisation. Donc cette mise en œuvre passera aussi par un modèle de données appuyé sur des vocabulaires standards, la possibilité de sourcer chaque assertion, d'éditorialiser le contenu des bases de données via des textes ou des widgets de visualisation et de mettre à disposition des jeux de données dans des formats différents adaptés à chaque usage. Donc cette question du sourçage, par exemple, actuellement on avait la possibilité de sourcer des renseignements au niveau d'une notice. Le dialogue qu'on a eu avec les chercheurs dans l'élaboration du projet nous ont demandé de pouvoir sourcer en fait l'insertion de chaque champ. Donc, ce qui est très utile parce que comme on a des notices qui sont mutualisées entre différents programmes de recherche, ça permettra donc, à la façon dont on rédige une petite note, d'indiquer pour chacune des assertions qui peuvent être contradictoires, dans quel programme de recherche ou qui a apporté cette information. Donc le prototype élaboré au cours du dialogue compétitif que vous avez à l'écran ne présente qu'une ébauche de ce que sera la solution future, mais permet d'ores et déjà de tester les fortes potentialités du moteur de recherche Elasticsearch. Donc avec de l'autocomplétion et des propositions de résultats de recherche dans un menu qui s'affiche en dessous du cartouche d'interrogation et où sont classés les différents résultats par type de notice. Donc les facettes permettront de filtrer les listes de résultats selon des critères génériques pour l'affichage intertable, mais également avec des critères spécifiques pour chacune d'entre elles. Donc ça sera un point particulièrement important pour nous, c'est-à-dire que les limites de l'application qu'on utilise actuellement ne nous permettent pas d'afficher différents types de notices dans une même liste de résultats. On est obligé d'afficher des œuvres, ou bien d'afficher des personnes, ou d'afficher des références biographiques. Mais on ne peut pas afficher ces différents types de notices ensemble. Et par contre, donc évidemment, avec le nouveau système, nous n'aurons plus ces limites. Et ça sera tout à fait possible, d'où cet intérêt de pouvoir trier dès la barre de recherche les résultats, les autosuggestions par différents types. Donc, outre les listes ou les mosaïques classiques pour l'affichage des résultats de recherche, des widgets de visualisation seront intégrés afin de pouvoir visualiser les résultats sur une carte ou sous forme graphique. D'autres formes de data visualisation, telles que des graphes de réseau ou des timelines, pourront être également utilisées par les chercheurs pour mettre en valeur des résultats de requêtes particulièrement significatifs dans la partie d'éditorialisation des programmes de recherche. Donc ça veut dire qu'on aura de la data visualisation, comme vous avez ici, avec des graphiques, et peut-être que vous voyez un peu moins en dessous, mais avec une carte, qui pourront permettre d'afficher des résultats de recherche. Donc là, tout dépendra des résultats que vous avez obtenus avec votre question. Peut-être que la géolocalisation, suivant la question que vous avez posée, ne sera absolument pas pertinente. Par contre, dans d'autres cas, elle pourra l'être. Mais par contre, en back-office, on aura accès aussi à de la data visualisation pour pouvoir illustrer dans un article un résultat de recherche particulièrement probant. Voilà, donc le projet venant de commencer, je ne peux pas vous en dire plus, mais par contre, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, surtout cette diapo finale. Alors là, c'est grandiose. Ça nous promet un Agora 2 de toute beauté.